dit souvent que les parcs naturels régionaux sont très regardés en tant que modèle parce que ce ne sont pas des espaces sous cloche, mais des espaces où on a réussi à concilier la biodiversité et les activités humaines, économiques. Renaud Lagrave, vous pouvez nous dire justement comment on arrive à faire ça, parce qu'on a l'impression que c'est la problématique de base. Tout à l'heure, je parlais du massif forestier. Le massif forestier, ici, sur ce territoire, c'est 1 million d'hectares. 1 million d'hectares, dont à peu près 30% sont sur le territoire du parc naturel. On est à 80% en forêt. C'est aujourd'hui plus de 30 à 40 000 emplois sur le massif forestier des Landes de Gascogne. Et c'est aujourd'hui une industrie du bois qui est extrêmement importante pour le territoire et avec laquelle le parc a su travailler depuis finalement le départ. Depuis 1970 que le parc a été créé ici, il y a toujours eu un travail collectif avec les sylviculteurs, avec les industriels, avec tous les acteurs de la filière bois, parce qu'il y avait cet attachement au massif, à la protection du massif. C'est vraiment aujourd'hui, je disais une identité, un attachement, mais parce qu'il y a le développement économique qui va derrière. On est fiers aujourd'hui d'avoir les fleurons industriels qui sont sur le parc. On a un élu qui par ailleurs est PDG d'une entreprise qui s'appelle Bioland. C'est un des fleurons. Alors Bioland, ça vous dit rien, Chanel numéro 5, ça parle à tout le monde. Ça vient d'ici. Parce qu'il y a quelqu'un, il y a un industriel qui a dit c'est sur le massif des Landes de Gascogne que je vais créer l'entreprise avec plusieurs centaines d'emplois qui sont sur le territoire. Ce que je veux dire par là, c'est que ce soit sur ce métier-là, que ce soit sur d'autres filières, on a, je crois, réussi à faire en sorte non seulement de jouer notre rôle comme parc avec les élus locaux, avec les associations, avec tout le monde, tout en continuant à travailler avec les acteurs économiques. Parce que les habitants du parc sans activité économique, alors qu'il y a quelques années, on perdait des habitants, aujourd'hui, doucement, hein, c'est pas le littoral, mais doucement, on commence à récupérer des habitants. Ça veut dire qu'il faut créer des activités économiques et c'est notre rôle. Mais pas n'importe lesquelles. Michael Weber, on choisit les activités économiques au sein d'un parc. C'est pas n'importe lesquelles qui peuvent s'implanter. Non, parce que je pense qu'à l'origine, depuis l'origine, un des éléments essentiels pour la création des parcs, c'est la dimension culturelle. Parfois, on a oublié de le dire. Mais dans ce que disait Renaud, c'est vrai qu'il y a une culture. Là, on a bien entendu que sur la question forestière, il y a aussi un passé, il y a une culture qui fait qu'aujourd'hui, il y a une forêt de production sur ce territoire-là. D'autres territoires le font différemment. J'ai visité des parcs qui utilisent le bois de bocage pour créer une filière économique, parce que c'est une nécessité que de conserver le bocage et d'avoir du bois énergie. D'autres territoires qui, parce qu'ils veulent privilégier des gros bois, créent une activité économique autour de l'utilisation des gros bois, d'autres territoires qui mettent en avant effectivement des circuits courts agricoles et qui créent là aussi une activité économique. Donc je crois que c'est effectivement tous ces éléments-là, et c'est là véritablement où les parcs ont un rôle à jouer, parce que ce sont les seuls qui mettent autour de la table des gens qui ne sont peut-être pas en capacité normalement de discuter ensemble. Parce que toute notre problématique et tout ce que l'on essaie de montrer, c'est qu'en permanence, on est dans le dialogue avec l'ensemble des acteurs. Bien sûr, les acteurs locaux que sont les élus, les représentants du monde économique, les habitants, mais aussi ceux qui sont là pour préserver la biodiversité. Et quand on met tous ces acteurs autour de la table, on arrive à avoir un constat partagé, mais surtout à mettre en place les recettes du succès et à recréer une économie qui soit attractive. Nos territoires sont attractifs. Comme le disait Renaud, on gagne plus de population, il faut le savoir, dans les parcs que dans les autres territoires ruraux, mais en plus avec une qualité supplémentaire parce qu'on a moins d'artificialisation des sols dans les parcs. Donc il y a tous ces enseignements-là qui sont intéressants et qu'on fait parfois sans suffisamment d'ailleurs le dire. Christian Depertuis, traiter la nature ou envisager la biodiversité sous un angle écologique a l'air plutôt vain, et qu'il faudrait systématiquement intégrer l'économie pour que nos comportements changent. Est-ce qu'il faut forcément qu'on réalise qu'on va perdre de l'argent pour s'intéresser à la nature? Oui, je vous la pose. Vous voulez vraiment que je me fasse sortir si vous voulez. Je pense que, bon, moi je n'ai pas d'expérience de parcs régionaux, mais j'ai l'expérience d'avoir monté des projets bas carbone, si vous voulez. Alors, la vérité, c'est que on est dans des systèmes où il y a autant de cas de figure que de projets concrets, mais il y a des trade-offs, il y a des dilemmes. Bon.
Et je crois qu'il y a certaines formes d'investissement qui sont destructeurs de certaines formes de capital naturel. Il y a d'autres investissements qui sont systématiquement positifs. Puis vous avez beaucoup d'investissements qui ont les deux impacts. Ils ont à la fois des impacts positifs et à la fois des impacts négatifs. C'est ça la réalité. La réalité est toujours plus compliquée. Et donc, il faut trouver la bonne façon de gérer ces contradictions. Et je crois que, heureusement, l'évolution de la société en général, mais également l'évolution des réglementations, j'ai en tête la loi sur la transition énergétique, la loi sur la biodiversité, vont, je pense, de façon croissante, permettre d'avoir des projets qui, à la fois, ont des impacts très positifs sur les écosystèmes et génèrent de la richesse économique. L'exemple ici est quand même très frappant. Monsieur le maire nous a dit tout à l'heure que l'éco-musée de Marquès, c'est quelque chose qui attire de la clientèle, donc qui attire de la richesse. Un autre exemple sur la biodiversité, parce que souvent c'est pas très bien vu. Le prix, nous j'ai un doctorant, il travaille sur le prix des valeurs immobilières et l'écologie. Bon, on voit bien que suivant que vous êtes en milieu urbain, suivant à proximité ou pas d'un espace vert, vous n'allez pas du tout avoir la même valeur. Alors, après, la question, c'est comment est-ce qu'on va générer cette valeur? Comment est-ce qu'on va arriver à utiliser cette survaleur écologique pour le développement territorial? C'est ça la question. Et là encore, ça renvoie à la question de la fiscalité, parce que si vous laissez les privilégiés, qui généralement sont les gens à fort pouvoir d'achat, capter de façon privative cette rente, vous n'allez pas la rediffuser pour les territoires. Justement, puisqu'on parle de valeur, on a ici parmi nous quelqu'un qui a travaillé donc, sur les différentes représentations que des citoyens, des individus peuvent avoir de la nature. C'est donc Marie Colli. Bonjour, vous êtes anthropologue, professeur des universités et membre du Conseil scientifique de l'environnement Nord-Pas-de-Calais. Alors justement, vous venez donc d'un territoire où la nature est moins évidente qu'ici. On l'a répété, on est au sein du plus grand massif forestier d'Europe. Nord-Pas-de-Calais, la nature a été un peu plus marquée, mais vous avez donc travaillé sur ces différentes représentations que les citoyens, les gens de la société ont de cette nature. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Donc il y a une double question sur cette intervention. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur ce qui a été dit dans les interventions précédentes, sur le clivage homme-nature et le dualisme entre l'homme et la nature pour aujourd'hui voir apparaître l'homme faisant partie d'un écosystème et faisant partie du vivant. Et puis le deuxième aspect, c'est les dogmes en économie dont l'anthropologie et les sciences humaines en général, que l'on aborde souvent dans notre conseil scientifique, met en avant. Donc ce sont des éléments qui nous permettent de penser un territoire. Et là, ici, plus particulièrement celui de la région de Nord-Pas-de-Calais, maintenant devenu Nord de France, et donc un peu de voir un petit peu quelles sont les incidences là-dessus. Alors, les représentations dans ce cas sont très importantes parce qu'aujourd'hui, dans les parcs naturels régionaux et principalement donc dans les Hauts-de-France, on essaie de travailler un peu sur les mentalités. Parce que on se rend compte que les représentations ont des relations avec la pratique et les comportements, que les comportements et les pratiques ont évidemment des incidences sur les représentations, c'est dialectique, mais on pense travailler sur la nature en travaillant, je dirais, sur les représentations. Voilà. Donc je dirais, c'est un axe important du travail où on met en avant l'acteur presque aujourd'hui d'une manière plus importante que la nature. Voilà. Donc ce sont des éléments qui sont à remarquer aujourd'hui. Donc tout ce travail sur les acteurs liés, on l'a évoqué tout à l'heure, autour de la gouvernance ou de la démocratie participative, puisqu'on essaye de faire en sorte que les acteurs du territoire se mettent ensemble, parlent, etc. Et la manière de travailler là-dessus, c'est sur leur représentation, connaître les représentations. Je vous interromps, mais dans un territoire comme Nord-de-France, justement, oui, Hauts-de-France. Oui, Hauts-de-France. Pardonnez-moi. Oui. Je ne suis pas encore à jour. On n'a pas l'habitude encore. Je ne suis pas encore à jour. Alors, justement, oui. Marquée par une forte industrialisation, une agriculture de masse, donc une nature, on avait dit, qui est moins évidente. Oui. Est-ce que les représentations de la nature sur ce territoire sont plutôt uniformes ou vous avez constaté... Voilà. Donc là, finalement, c'est un peu revenir sur l'évolution
et les transformations que les parcs naturels régionaux ont initiées depuis presque 40 ans au moins, si vous voulez. Hein. Et c'est de voir un petit peu comment l'image de la région, qui était une image où on n'accolait pas le terme nature, finalement s'est transformée peu à peu, par différents moments, par différentes étapes, pour en arriver aujourd'hui à une nature davantage réconciliée. Pourquoi? Parce qu'il y avait le legs du passé, c'était une région industrielle, le sol, le sous-sol et l'eau ont été conquis d'une manière âpre et ardue, donc il y a une vision prédatrice de la nature, et peu à peu tout de même, l'action des parcs naturels régionaux, évidemment aidée aussi par une volonté politique, se sont évertués dans différents moments à reprendre la conquête de la nature et à réinstaurer donc le vert, la verdure, la nature, etc. Donc évidemment, là aussi, les représentations, mais là, plus collectives d'une région, l'image d'une région s'est transformée sous le poids donc, et les initiatives qu'ont mené le parc naturel régional. Pas uniquement, évidemment, c'est plus complexe que cela, mais elles ont bien contribué à transformer une image qui devient maintenant, je ne veux pas dire un poumon vert, mais pour les gens de l'extérieur, finalement, ils découvrent une région avec des sites naturels qui sont remarquables ou exceptionnels, et puis des espaces de respiration qui sont les espaces agricoles. Et donc, vous voyez, de l'usine, du plat pays, de la pluie, on passe à une région qui est tout de même plus verte. Et justement, en quoi consiste le travail des parcs là-bas pour réconcilier avec cette nature? Voilà. Si vous voulez, c'est déjà compliqué de détailler, de déconstruire toutes les actions et les interventions du parc à ce sujet. Il faut peut-être noter, si vous voulez, que depuis une vingtaine d'années, les parcs travaillent avec leur conseil scientifique. Et ce conseil scientifique a une méthode particulière qui est un atout, puisqu'elle réunit à la fois des universitaires et des professionnels et des gens qui travaillent dans les parcs, mais aussi, si vous voulez, sur des logiques disciplinaires qui sont plurielles. Donc ce sont des gens qui travaillent sur la nature d'une manière biocentrée et d'autres qui travaillent sur la nature, mais d'une manière anthropocentrée, les sciences sociales, etc. Donc si vous voulez, tout cela, ça a des effets un petit peu sur la méthode de travail. Et cette méthode de travail, alors il faudrait y travailler davantage et nous y travaillerons pour le 50e anniversaire puisque ce sont des réflexions exploratoires que nous allons continuer à mener et on va essayer un peu de déconstruire ce rapport à la nature. Alors ce que l'on voit, si vous voulez, à titre d'exemple, là on parlait donc de cette région industrielle, les friches industrielles ont été, si vous voulez, les plaies finalement qui ont été vues de cette région ont été un peu pensées. Donc les terris ont été enherbés, les carrières ont été transformées, etc. Donc dans les paysages, finalement, ces cicatrices industrielles se sont, par exemple, modulées dans un paysage vert. C'est un exemple, mais il y en a d'autres. Les terrils aussi qui sont... Comment? Les terrils? Oui, les terrils, c'est l'exemple, si vous voulez, c'est l'exemple que l'on connaît, mais il y a des choses beaucoup plus subtiles, profondes, et on a travaillé un petit peu sur beaucoup de plans. Et notamment, si on veut bien comprendre comment ça se place, on peut penser, si vous voulez, à un tableau où il y a une trame, et peu à peu, on va essayer de densifier le trait, donner de l'épaisseur, de rendre finalement des espaces verts et les prolonger, les relier, etc. Donc tous ces mécanismes ont été faits d'une manière ou d'une autre à travers les espaces naturels régionaux et d'une manière privilégiée. Alors, avant, on avait une représentation, enfin des représentations de la nature qui étaient plus ou moins équivalentes selon des espaces géographiques. Aujourd'hui, plusieurs représentations peuvent cohabiter au sein d'un même territoire. On n'a pas tous le même rapport à la nature, on ne tient pas tous à la même chose. Renaud Lagrave, j'ai envie de m'adresser à vous, de savoir vous gérez des conflits de représentation au sein de votre territoire? Bien sûr, tout simplement parce que dans le cadre de la charte, quand il a fallu travailler avec l'ensemble des acteurs, on s'est rendu compte que quel que soit le thème, il y avait une multitude d'acteurs, que ce soit évidemment les élus, les associations, les habitants de ces territoires. Et avant qu'il y ait le parc, il y avait déjà, enfin heureusement d'ailleurs, il y a une histoire quand même sur nos territoires respectifs, donc les parcs sont arrivés après. Et quand on travaille sur les chartes, en tout cas c'est une modeste expérience parce que je ne suis pas allé aussi loin que d'autres,
je pense que ce que j'ai vécu moi comme réunion, c'est le moment où effectivement on arrive à mettre tout le monde autour d'une table pour discuter d'un certain nombre d'orientations. Et c'est là où ça frotte. C'est sûr. Hein, vous avez des exemples? Par exemple, quand vous dites pas de véhicule à moteur dans la forêt parce qu'il y a un peu de danger, il y a des gens qui vous disent mais c'est dommage, je voudrais faire de la moto, du quad, de trucs, enfin bref. Premier exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc il y a des gens qui nous disent non, pas de papeterie sur le territoire du parc. Or les papeteries, elles étaient là, on n'était pas nés, hein. Enfin ni moi ni personne ici. Donc ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il faut qu'on arrive à adapter les choses, à discuter avec les uns et les autres, et finalement à la fin on y arrive, hein, à condition de chacun d'y mettre du sien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a d'un côté et de l'autre des gens qui poussent le fil tellement loin qu'il est irrécupérable, alors c'est une fin de non-recevoir. Le parc, il est là justement pour essayer d'avoir et de rassembler, et puis non pas d'imposer ses vues, parce que ce n'est pas à nous de le faire, mais à travers la charte, de donner un certain nombre d'orientations, de faire en sorte que les gens discutent ensemble, et qu'on puisse faire cohabiter, j'ose le mot, puisque je sais que c'est des débats intergalactiques sur lesquels, évidemment, on pense c'est inimaginable. Nous, on l'a fait ici. On arrive à travailler avec et la Fédération des chasseurs et la LPO. Voilà, on n'est pas plus imbécile que d'autres, mais on a réussi à le faire et à signer des conventions avec tout le monde pour pouvoir faire en sorte que sur ce territoire, ça se passe, je veux dire, ça se passe pas bien partout, mais que ça se passe le mieux possible. Tout ça pour dire que, finalement, on est facilitateur sur ce territoire de la discussion avec les habitants et avec toutes celles et ceux qui veulent que ça évolue. Comment on fait? On laisse tout le monde s'exprimer. Bernard Chevassiot, lui, voulait réagir par rapport à ça. Comment on arrive à faire coexister, cohabiter ces différentes visions, que ce soit les chasseurs, la protection des oiseaux, le loup, le mouton? Je crois que... Oui. Je dirais que... En simplifiant un peu, je crois qu'il y a deux étapes donc, qu'il faut distinguer, qui sont un peu l'éthique et le politique. Hein. La première étape, c'est que tout le monde se rende compte que dans un comportement auquel il attribue une valeur, eh bien, il engage d'autres choses qui ont également une valeur, et donc il y a une dimension éthique dans son comportement. Je prends un exemple très concret. Vous avez des pucerons dans votre champ de betteraves, ça vous embête parce que vous êtes un producteur de betteraves, vous traitez avec un insecticide. Cet insecticide va détruire un certain nombre d'autres insectes qui passaient par là et qui sont éventuellement susceptibles d'avoir des fonctions aujourd'hui ou demain dans le milieu considéré. Et donc le fait déjà de concevoir qu'il y a deux valeurs à prendre en compte, la valeur économique du champ de betterave et l'impact éventuel sur la biodiversité, et donc ce n'est pas anodin. Donc j'accepte effectivement de reconnaître que effectivement dans la manière dont je vois l'utilisation de la nature, mon comportement, que ce soit celui d'un agriculteur, d'un chasseur, d'un protecteur de la nature, d'un forestier, a une dimension éthique, c'est-à-dire que je mets en jeu des valeurs et je fais un choix individuel, mais ça ne va pas de soi. À mon avis, c'est déjà la première étape, je dirais, du questionnement qu'il faut réussir à introduire dans l'ensemble des gens qui vont interagir. Autrement dit, qu'ils soient bien conscients qu'ils sont porteurs d'une représentation et qu'à travers cette représentation, ils font des choix, des arbitrages implicites entre des valeurs qu'ils estiment supérieures à d'autres et que d'autres estiment au contraire dans l'autre sens. Puis ensuite, il y a, ayant des acteurs qui acceptent de considérer cette dimension, comment on les fait interagir, c'est-à-dire comment on passe aux politiques, c'est-à-dire qu'on parle de la chose publique et on regarde l'ensemble des utilisateurs. Et là, effectivement, la question, c'est bien de reconnaître que chacun, eh bien, et c'est vrai que même un renard dans la forêt ne connaît pas la nature, il connaît une partie, il a sa représentation de la nature de renard qui lui sert à se débrouiller dans la nature. Et le fait de dire, mais non, personne ne connaît, vous êtes tous porteurs de représentations partielles, et voyons comment on peut faire. Et ce n'est pas une solution, mais je pense que, et c'est vraiment le projet des parcs, c'est de se dire, nous construisons les territoires de demain. C'est-à-dire, nous savons effectivement que ces territoires ont un passé, une histoire, mais seront des territoires pour demain. Et donc, réfléchissons à ce que doivent être, quelle image on a pour, effectivement, pour demain.
Et ça, et c'est peut-être pour relancer Christian de Pertuis, effectivement, on sait qu'il y a des pas de temps. C'est-à-dire que, par exemple, on ne sait pas planter une vieille haie. Quand on plante une haie, c'est forcément une haie jeune. Et il faudra 30, 40, 50 ans pour qu'elle prenne pleinement sa fonctionnalité. Et donc cette question de la prise en compte du temps long et d'incarner, de demander peut-être à l'ensemble des acteurs de lever le nez en disant mais demain et après-demain, et ça rejoint les questions du changement climatique et de bien d'autres changements, qu'est-ce que ça veut dire construire des territoires pour demain et construire non seulement du capital écologique mais du savoir-vivre ensemble, c'est-à-dire du capital social. C'est peut-être ça effectivement que les parcs doivent incarner en disant peut-être que nos enjeux sont en opposition aujourd'hui, mais si on regarde ensemble vers demain, est-ce qu'il n'y a pas des convergences qui pourraient se décider? Alors, ce n'est pas une recette miracle, mais je pense que cette dimension du temps long dans une société qui devient très court-termiste, poser les questions de dire oui, mais demain et après-demain, pour qui travaillons-nous? Je crois que ça pourrait être un des grands messages des parcs, de dire effectivement, nous sommes les endroits où nous construisons les territoires de demain. Michael Weber, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous estimez que le rôle des parcs, c'est un exercice d'équilibriste permanent pour essayer de parler avec tout le monde? On dit que vous n'avez pas de pouvoir réglementaire, mais un pouvoir de convaincre. C'est sûr que c'est pas toujours un rôle facile, parce que Renaud a été modeste. Des exemples, on en a un certain nombre de tensions qui se créent entre nous. Mais je crois en même temps que on a toujours cette volonté et cette capacité à mettre tout le monde autour de la table si le constat de départ est partagé. Le constat de départ, pour moi, c'est la volonté de chacun des partenaires que d'avancer sur un sujet. On parlait des chasseurs, on peut parler des agriculteurs et reprendre l'exemple des forestiers. Moi, je suis sur un territoire où la pression cygétique est telle que la forêt ne peut plus se renouveler ou se régénérer naturellement. L'ONF aurait tendance à prendre le parc un petit peu comme l'avocat de la régénération naturelle de la forêt. Et les chasseurs considèrent que les parcs, à l'inverse, sont trop exigeants quand ils mettent des doutes sur l'agrainage. Et on ne rentre pas dans ce piège-là en réalité, parce qu'on est d'accord pour mener un dialogue à condition que les uns et les autres font un pas pour partager un constat, et au regard du constat, en respectant peut-être les engagements des différents partenaires, peut-être la volonté des différents partenaires, et ce qui fait leur richesse, ce qui fait aussi, comment dirais-je, l'idée qu'ils ont apportée. Si l'on arrive à faire ce constat, je pense qu'on arrive aussi à trouver des solutions. C'est jamais facile, mais c'est le cas en permanence. Et il est vrai que l'exercice de la construction de la charte ou de la révision de la charte oblige à ce qu'on ait ce dialogue permanent. Il n'y a aucun autre organisme ou aucune autre organisation territoriale qui porte cette exigence. Les intercommunalités, elles sont fixées par la loi et maintenant beaucoup par le préfet. Les départements, ils sont eux aussi existants. Ils n'évoluent pas dans leur périmètre et on leur demande finalement pas un bilan précis qui justifierait leur existence. Les régions, on a vu comment elles ont été réorganisées. Les parcs naturels régionaux, et tous les acteurs ici le savent bien, on est obligé, avant tous les 12 ans, maintenant tous les 15 ans, à justifier au regard d'un diagnostic et au regard du projet de territoire que l'on est en capacité de construire ensemble, à justifier notre existence. Et quand je dis au regard du projet de territoire, c'est que l'ensemble de ces acteurs, ceux qui sont nos partenaires, évidemment que la LPO est dans tous les parcs engagée à nos côtés. C'est parfois moins le cas avec d'autres organisations. Mais tous ces acteurs se mettent autour de la table et valident ce projet de territoire, parfois même le co-signent ou l'expriment par des conventions et des actions. Et c'est ça qui fait la richesse, la beauté et peut-être la complexité. Nous sommes des présidents qui, pour un projet, pour une action, sont obligés de discuter avec une multiplicité d'acteurs, ce qui est beaucoup moins le cas dans beaucoup d'autres collectivités. Mais je crois que c'est cet engagement et cette volonté, cet amour aussi du territoire, de nos patrimoines, qui rend cette gageure possible. Je vais laisser aussi la parole à Renaud Lagrave, qui voulait ajouter quelque chose. Juste une toute petite, non pas réaction, mais un addendum par rapport à ce qui vient d'être dit sur à la fois le rôle des parcs et sur la question qui est liée au changement climatique. Aujourd'hui, je pense véritablement que les parcs ont leur rôle à jouer pour le coup sur ce sujet-là. Moi, j'ai le plaisir, par ailleurs, de présider un groupement d'intérêt public sur le littoral aquitain qui travaille sur ces questions et pour anticiper. Aujourd'hui, on a fait en sorte que sur le territoire aquitain, on sache, par exemple, à 40 ans ce que c'est les phénomènes d'érosion.
avec des scientifiques, il y en a plein dans la salle qui ont travaillé avec nous. Moi, je pense qu'aujourd'hui, par rapport à ça, et sur les territoires des parcs, ben, on aurait tout intérêt à se poser justement comme, non pas uniquement observateur, mais comme finalement organisme qui puisse anticiper avec des scientifiques, avec... on l'a fait aujourd'hui, on l'avait fait en Aquitaine, on va le faire en Nouvelle-Aquitaine, avec le rapport Le Treut, dont j'espère tout le monde a entendu parler, si vous ne l'avez pas, vous pouvez vous le procurer, qui a été fait sur la région Aquitaine et notamment sur l'avenir du massif forestier. Qu'est-ce que ça va donner le massif forestier à l'échéance de quelques années? C'est ça qu'il faut qu'on arrive à porter dans cette question sur le changement climatique, c'est le rôle des parcs. Et s'il fallait préciser par rapport aux départements, aux régions, aux intercos, à qui on voudra citer, ben c'est de dire, oui, il y a un pilote sur ces questions qui va, avec les scientifiques, avec les acteurs, dire ce sur quoi on peut anticiper en termes d'aménagement. Ça me donne envie de vous poser cette dernière question. Qu'est-ce que vous faites lorsque des décisions qui viennent du dessus, des décisions parfois étatiques, vont vraiment à contresens de votre philosophie, des projets que vous tentez de porter depuis un moment? Comment dire? Pour ne pas en citer quelques-uns. Il y a 5 ans ou 6 ans, oui à peu près, il y avait alors je sais pas, ils venaient des services de l'État et ils étaient venus me rencontrer pour me dire « Monsieur Lagrave, on va organiser alors c'était une DTADD, ça dit tout le monde voit de quoi je parle, une directive de l'État pour dire on va faire comme ça et pas autrement, sur le massif forestier des Landes de Gascogne et sur le littoral aquitain. » Comment vous dire, je les ai reçus tout à fait poliment. Mais je leur ai dit qu'ils avaient juste raté une étape qui s'appelle la décentralisation, c'était en 82, hein, et que maintenant il y avait des élus qui réfléchissaient par eux-mêmes sur les territoires, avec les régions, les départements, les intercos. Et qu'il était pour moi inenvisageable que là où on avait mis en place des outils, le parc, le GIP et bien d'autres, où on copartage, on co-construit, on travaille ensemble sur le territoire, que ce n'était pas de Paris qu'ils allaient venir nous expliquer comment on allait organiser notre territoire. Donc la réponse à votre question, c'est très bien qu'ils travaillent, qu'ils nous fassent des propositions, mais hors de question qu'ils nous imposent des choix sans qu'on les ait travaillés et validés avec les élus locaux, les associations et les habitants. Michael Weber. Ce qu'expliquait Renaud, on sent bien l'expérience qui est la sienne. C'est effectivement comme ça que ça se passe en réalité. Et je rajouterais sur le comment dire, Renaud, que je me souviens d'un entretien au sein de l'IRA où on m'expliquait que l'État ne peut jamais se dédire. La parole de l'État est une et unique. Et il faut aussi rappeler à l'État qu'elle signe la charte, qu'elle est signataire de la charte, et que cette charte suppose que l'État a aussi des engagements à respecter. Et tous ceux qui se sont battus, je pense en particulier au parc d'Île-de-France, qui sont soumis à la pression de la métropole parisienne qui tente à s'étendre, eh bien je crois on a des raisons diverses pour lesquelles les parcs se sont créés. Parfois c'est justement pour lutter face à l'étalement urbain. Ça a été le cas notamment aussi en Île-de-France. Eh bien je crois que si on arrive à remettre l'ensemble des signataires en face de leurs responsabilités, et en particulier l'État, eh bien c'est aussi de respecter la parole, la seule et unique parole qu'il a donnée et qu'il a signée. Merci à vous 5. On va ouvrir une petite session de questions-réponses. Donc le micro va circuler. Monsieur veut déjà poser une question. Si vous pouvez vous présenter rapidement avant de poser votre question. Oui, Jean-Pierre Giraud, président du Parc naturel régional des Boucles de la Seine normande. Par rapport, tout d'abord, je remercie tous les intervenants pour leurs éclairages, aussi bien, j'allais dire, sur l'humanité, la biodiversité, l'économie, mais aussi sur le fonctionnement des parcs. Je me rappelais une phrase d'Élisée Reclus. Par rapport à la nature, il disait « devenir la conscience de la terre, l'homme ». À l'époque, on parlait de l'homme. Hein. Maintenant, on mettrait l'homme et la femme. Digne de sa mission, assume pour cela même une part de responsabilité dans l'harmonie et la beauté de la nature environnante. Donc on voit qu'y compris des philosophes qui datent maintenant de plus d'un siècle, avaient déjà conscience que de toute manière, on était obligé de gérer la nature, puisque la nature fait partie effectivement de nous. Par rapport à tout ce que vous avez dit, j'avais 2-3 petits constats quand même. Il ne faut quand même jamais oublier que la grande difficulté qu'on a, y compris dans nos parcs, c'est de vouloir encore cloisonner les approches, alors qu'on sait qu'en termes de régulation de la biodiversité, ben c'est très difficile. Et d'ailleurs, même nos financeurs nous imposent quelquefois de cloisonner nos démarches. Et j'en veux pour preuve, si on prend par exemple certaines espèces,
Si on prend le crapaud calamite, mais si on prend le trillon, si on prend d'autres espèces, on s'aperçoit qu'elles peuvent vivre sur le milieu humide, mais le milieu terrestre et sur le milieu forestier. Et que quelquefois, on a quand même beaucoup de mal parce qu'on a des outils qui nous obligent à cloisonner nos démarches. Et ça, c'est une première difficulté pour justement arriver à une démarche globale. Autre remarque que je voulais faire, c'est à propos de l'économie. Parce qu'effectivement, je suis entièrement d'accord que notre objectif, c'est en termes de changement climatique. On a bien conscience qu'en termes de changement climatique, quand on parle de reconquête, on est bien sur des aspects où il faut que la biodiversité devienne résiliente, puisqu'il faut qu'elle puisse s'adapter au changement climatique. D'autre part, il ne faut pas oublier que la biodiversité, on en attend un intérêt, puisqu'elle peut atténuer justement ce changement climatique et nous protéger en quelque sorte. Et d'autre part, ça demande effectivement qu'on maintienne toutes ces fonctionnalités. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais après, c'est le comment faire et comment on le prend en compte. Je suis un peu surpris que vous n'ayez pas nommé, par exemple, l'économie circulaire, puisque dans l'économie circulaire, avec ces 7 piliers, je pense que, y compris pour les parcs, on a une approche qui me semble très intéressante pour justement intégrer toute cette problématique dans sa globalité. Puisque, comme vous l'avez souligné, le prix, moi je veux bien le prix des choses, mais le prix des choses, à l'heure actuelle, il ne représente en aucun cas le coût global. Et c'est bien la grande difficulté qu'on a. C'est-à-dire que le consommateur, on lui vend à un prix bas, où il est très content, sauf que ça ne prend pas en compte ni les impacts, ni les conséquences sociales, ni les conséquences écologiques, et j'allais dire, et même pas leur emploi, parce qu'ils payent des fois très peu cher. Je vais terminer. Je suis très content que Bernard ait parlé du temps, parce que je pense qu'on a une grosse problématique sur le temps, parce que le court-termisme est en train de tuer notre économie, mais en train de tuer notre planète. Et que là-dessus, effectivement, il faut, y compris dans les parcs, qu'on prenne le temps de réfléchir et d'avoir une vision à long terme. Dernière chose que je voulais appuyer, c'est sur le prisme de la régulation, parce qu'il est clair qu'il faut aussi qu'on trouve j'allais dire, des régulations économiques, fiscales, etc. Vous l'avez évoqué au niveau de la fiscalité, mais j'allais dire qu'y compris... bon, Pigou a inventé le système pollueur-payeur, on s'aperçoit que c'est loin d'être mis en place pour l'ensemble des produits, puisque même sur l'eau, on s'aperçoit que les redevances ne sont pas égales entre les petits pollueurs et les gros pollueurs. Merci Jean-Pierre. Pour les prochains intervenants, veillez à... Et à poser une question. Et poser des questions à nos intervenants. Donc, et à poser une question. Et poser des questions à nos intervenants, donc, Bernard Chevassus-Louis ou à Bernard Chevassus-Louis ou à Christian de Pertuis. Donc merci de ramasser un petit peu vos questions en un peu de temps. Alain Collet, société Cepenso 40, c'est une société environnementale. Nos adhérents soutiennent un certain nombre de membres actifs qui sont tous des bénévoles. J'insiste sur cette qualité de bénévolat qui nous rend libres des actions que nous menons. Nous alertons les pouvoirs contre des anomalies concernant notamment la nature, la faune et la flore. Je prendrai comme exemple l'équilibre absolument indispensable dans le triangle sylvicole des Landes entre les pins, c'est-à-dire la forêt, et les d'autres zones qui sont soit des zones agricoles, soit maintenant de plus en plus des zones d'énergie photovoltaïque qui ont toute tendance à miner le territoire arboricole. Les pins jouent un rôle indispensable puisqu'ils évaporent les excès d'eau dont nous ne manquons pas. Je rappelle que Aquitaine vient de aqua, c'est-à-dire l'eau, c'est-à-dire le pays qui ne manque pas d'eau, et même, je dirais même plus, qu'il y en a trop s'il n'y avait pas et les fossés qui ont été creusés au milieu du 19e siècle et les pins qui finissent d'évaporer, que ce soit hiver comme été. Alors que la plupart de l'agriculture, des productions agricoles, elles,
ne pompe l'eau que pendant une période de l'année, et notamment des productions comme le maïs qui pompent l'eau quand il n'y en a pas, c'est-à-dire l'été, ou quand il y en a moins, ce qui oblige une irrigation. Et la question, c'est comment pouvez-vous soutenir les associations, les sociétés environnementales Sur la deuxième question, parce que au-delà de l'exposé très intéressant mais relativement long que vous avez fait de la situation particulière que l'on peut avoir ici, je crois qu'effectivement il y a un sujet que j'élargis qui pour moi est celui de la gouvernance, c'est-à-dire, et j'en parlerai tout à l'heure dans mon propos, quelle place on accorde aujourd'hui à nos concitoyens aussi, quelle place on accorde parfois à deux associations qui sont partenaires, qui ne participent pas aux décisions dans un parc naturel régional. Et je pense que cette dimension, on pourrait appeler sociale, de gouvernance rénovée, moderne, innovante, eh bien, si l'on veut garder ce temps d'avance, elle doit se poser à nous et on doit la traiter prochainement, et notamment sur la nouvelle page que l'on veut écrire pour les parcs naturels régionaux. Bonjour, Laurence Motomont, conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine. Et j'ai une question par rapport aux principes pollueurs-payeurs. Quel est le moyen qu'ont les parcs naturels régionaux de soutenir les enquêtes par rapport aux pollutions industrielles? Parce qu'on sait que les agences de l'eau, etc., sont à minima. Moi, je connais la problématique de certaines pollutions. On n'a jamais trouvé qui en était l'auteur. Et pourtant, c'est les communes qui payent. Donc, on sait que les dotations aux communes baissent. Donc, quels sont vos moyens de pression sur la police de l'eau, pour faire des enquêtes, soutenir les enquêtes et trouver les auteurs? C'est une question qui est toujours difficile à traiter au regard de ce que je disais tout à l'heure. Nous n'avons pas ni de pouvoir réglementaire, on l'a dit, dans ce domaine-là. On a, comment dirais-je, la capacité du réseau qui est la nôtre. C'est-à-dire que quand on détecte qu'il y a une anomalie quelque part, et ça ne vaut pas spécifiquement sur les questions de l'eau, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est essentiel que l'on ne soit pris en otage par personne. Il faut que l'on ait, nous on insiste pour avoir le regard le plus objectif possible d'analyse d'une situation, et si effectivement on détecte qu'il y a un problème, on peut s'engager, on peut exiger de l'État, d'un certain nombre de partenaires, que l'on creuse cette question particulière, que l'on exige des réponses, que l'on exige des solutions. Certains le font sur leur territoire. Il n'y a pas de solution unique, il n'y a pas de réponse unique à votre question. C'est la question de l'engagement des acteurs locaux qui sont soit signataires de la charte et qui détectent qu'au regard de cette charte, eh bien, il y a un dysfonctionnement, ou parce que simplement ils constatent qu'il faille se saisir d'un sujet particulier lié au parc en question. Mais des questions de ce type-là, encore une fois, sur plein de sujets, on en a foultitude dans les PNR. Il n'y a pas de réponse unique. Plus de questions. Marie-Collie, vous voulez ajouter quelque chose? Peut-être un mot de fin ou Non, je ne sais pas, pour une petite conclusion, finalement, ce qu'on sent tout de même, c'est une montée en complexité. Hein, depuis une vingtaine d'années, vraiment, tout devient... on commence à se rendre compte de la complexité des choses. Alors, complexité écologique d'une part, pour travailler sur la nature, et complexité sociale pour travailler aussi sur les acteurs, la captation d'intérêts, la gouvernance, etc. Donc je pense que ça a été dit juste à côté, il faut peut-être renforcer les liens entre les parcs et puis les disciplines scientifiques universitaires, et puis essayer de travailler donc un projet qui anticipe les choses et qui a une vue prospective. Puisque ce qui n'est pas noté tout de même lorsque les problèmes sont posés à l'intérieur du territoire, c'est un peu les déterminants un peu macroscopiques qui interviennent là-dessus, mais que finalement, sur lesquels on ne s'arrête moins, ou qu'on oublie, ou qu'on masque, etc. Et peut-être qu'il faudrait aussi réintégrer ces déterminants qui influent les pratiques et les comportements dans les parcs, et la profession dans les parcs. Merci beaucoup. Le thème homme-nature, finalement, ça nous place les parcs en plein milieu. C'est ça qui était l'idée du congrès et de ces journées. Et le parc, il est entre les deux, c'est-à-dire qu'il faut qu'il s'adapte évidemment à la nature et aux changements
qui sont parfois pas naturelles. On parlait tout à l'heure du changement climatique, j'y reviens pas. Mais aussi aux hommes et aux femmes qui habitent les territoires de nos parcs. Il y a beaucoup, moi je suis très frappé par ça, hein, en tournant sur les 51 communes depuis 2 ans. Il y a beaucoup d'habitants qui ne savent pas qu'ils habitent le territoire du parc. Parce qu'ils arrivent, parce que peut-être ils ne savent pas exactement ce que c'est un parc. Donc on est vraiment au milieu de ça. Et je pense que notre rôle, il doit être justement de tenir compte à la fois des habitants, des activités économiques, des activités culturelles, tout ce qu'on peut faire finalement sur tous les territoires tout le territoire national, et en même temps en tenant compte évidemment des spécificités qui sont sur nos territoires. Ça laisse, je dirais, finalement un large avenir au parc, à condition qu'on tienne compte et qu'on soit finalement un juste équilibre entre l'homme, la femme et évidemment la nature. Christian Depertuis. Bien, moi je suis absolument, je me sens bien dans tout ce qui se dit parce que il y a une seule femme qui a eu un prix Nobel d'économie. Elle s'appelle Elinor Ostrom. Comme son nom l'indique pas, elle n'est pas suédoise, enfin, d'origine elle est suédoise, mais elle a travaillé toute sa vie à l'université du Michigan. Et non seulement c'est la seule femme qui a eu le prix Nobel, mais c'est presque la seule économiste alternative qui a eu le prix Nobel. Vous savez qu'en ce moment, dans le milieu des économistes, ça grouille un peu entre nous. Et sur quoi elle a travaillé toute sa vie? Elle a travaillé toute sa vie sur comment est-ce qu'on peut protéger un bien commun, c'est-à-dire un bien commun, c'est un bien naturel, hein, au niveau local. Et elle nous dit, ça sert absolument à rien que l'État arrive de l'extérieur et apporte ses régulations. Les économistes en chambre qui vont tarifer tout depuis un bureau central, bon, il faut changer la fiscalité, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un temps important, une gouvernance à trouver pour aligner les intérêts stratégiques de toutes les communautés locales qui sont dans l'espace naturel considéré. Et à vous écouter, tous les deux, j'ai l'impression que c'est ce que vous faites. C'est que vous avez votre territoire, et votre vraie question, c'est pas uniquement la nature, votre vraie question, c'est que votre territoire, il y a des hommes, des communautés humaines très différentes, avec des intérêts différents, il y a des conflits. Il y a des gens qui ne se parlent pas, ben c'est de notoriété publique. Hein. Bon, moi j'ai vécu un peu ça, je disais à mon voisin de gauche, hein, quand je me suis occupé d'un comité pour la fiscalité écologique, ben, il fallait que le militant des Amis de la Terre, il accepte qu'à un moment, le représentant de la FNSEA prenne la parole, et réciproquement. Ben, c'est probablement ce que vous faites assez fréquemment. Bon. C'est pas tous les... Il faut avoir des fois un peu les nerfs solides, il faut avoir beaucoup de... Comment dire, beaucoup de sérénité aussi, beaucoup de... Je crois que fondamentalement, vous faites sur le terrain ce que la seule prix Nobel d'économie a essayé de décrire dans des manuels d'économie. Protéger un espace naturel local, ça implique d'aligner ensemble et une médiation et une gouvernance extraordinairement compliquée. Bernard Chevassion, lui. Oui, pour poursuivre dans la même veine, on voit bien que dans une société moderne, diversifiée, etc., il y a de plus en plus de gens qui disent qu'ils ont un mot à dire sur tout. C'est-à-dire que moi, j'estime que la manière dont vous gérez la forêt, l'agriculture, la génétique, etc. Et effectivement, on voit bien que parfois, il y a un réflexe un peu de dire « mais de quoi je me mêle ?» Ça, c'est réservé à un dialogue qui est déjà instauré entre des gens qui sont représentatifs, etc. Moi, je pense qu'effectivement, le pari des parcs, et c'est une vraie question de gouvernance, c'est au contraire d'être ouvert effectivement à cette dynamique sociale et même de se poser la question, n'y a-t-il pas autour de la table, enfin quelque part, des gens qui ne sont pas autour de la table parce que pour diverses raisons, ils ne s'expriment pas et qu'il faudrait faire s'exprimer, c'est-à-dire faire venir autour de la table et se dire, bah, effectivement, c'est ça le pari des parcs, c'est de ne pas se refermer en disant... Je prends un exemple d'un texte qui, heureusement, n'est pas sorti, mais un projet de texte sur la gouvernance et la démocratie participative, dans lequel on proposait une charte, et dans lequel les gens qui venaient dans la démocratie participative s'engageaient, lorsqu'ils signaient la charte, à ne pas agir par ailleurs. Bon, il y a des gens qui ont eu cette idée,
Hein, vous voyez, bon, donc on en est là. Et donc, cette idée de dire maintenant, au contraire, on est des espaces ouverts, il y a des gens qui sont des ouvriers de la première heure, des gens qui seront des ouvriers de la 11e heure. Comment on fait effectivement pour qu'ils viennent dire pourquoi ils s'intéressent à ça, qu'est-ce qu'ils ont à dire sur ce sujet, et comment à partir de là, on fait société. Et vous savez qu'en latin, affectio societatis, c'est être attaché ensemble à un même objet. C'est ça le Paris des Parcs, c'est créer de l'envie de vivre ensemble et de gérer ensemble ces territoires. Merci beaucoup. Est-ce que Michael Weber, je voulais parler, puisque le mot de la fin est à vous. Donc, Je vais être très court. Comme on l'a dit, et tous les acteurs l'ont dit autour de la table, et vous en avez tous conscience, c'est très compliqué, la complexité des choses. Mais il y a une volonté territoriale. Et s'il y a une volonté territoriale, eh bien on fait un parc naturel régional. On a une dernière question. Mi nombre es Manari Ushiwa, yo soy presidente de Nacionalidad Zapara. Président de la nationalité Zapara en Amazonie équatorienne. Yo quiero preguntar al filósofo, economista. J'aimerais poser une question à monsieur le philosophe et monsieur l'économiste. ¿Qué piensa sobre derecho de la naturaleza? Ce que vous pensez sur le droit de la nature. Gracias. Merci. Il fait référence au fait, en Équateur, par exemple, en 2007, l'État équatorien a inclus dans la Constitution, article 74, le droit de la nature. Quelle serait donc votre vision par rapport à ça? Alors, d'abord, je suis économiste et pas juriste. On n'a pas dit juriste. Mais je vais essayer de répondre à votre question. Je pense qu'il y a une question majeure en Amazonie en général et notamment, moi j'ai un tout petit peu travaillé avec des étudiants qui travaillent au Brésil sur la définition des droits d'usage traditionnels par rapport aux droits de propriété qui sont venus s'implanter sur les forêts. Bon. Et je pense que l'une des conditions pour protéger l'extraordinaire richesse de la forêt amazonienne, c'est qu'il y ait, dans les régimes juridiques des pays concernés, une reconnaissance des droits coutumiers des communautés traditionnelles. Mais que cette reconnaissance doit s'intégrer également dans un système juridique international. J'espère avoir répondu à votre question. On va donc clore cette session questions-réponses.